Le point. Le fleuve, au grand cœur comme celui de votre grand-mère, austère comme les histoires du meilleur ami d'un père, à double tranchant comme un glaive, et aussi aiguisé comme un rasoir sculptant son passage dans l'éther, tandis qu'il serpente en moi, creusant une faille profonde dont il comble immédiatement le vide sur son passage. Étrange brèche qui bizarrement unit au lieu de diviser. Un fleuve qui unifie le sud et le nord, de même qu'il relie l'est et l'ouest, au lieu de créer une impasse. Le Mississippi adopte les autres cours d'eau comme des enfants trouvés, et cette aire de drainage couvre près de la moitié des États-Unis, soit environ 3 250 000 km². De grandes rivières comme le Missouri et l'Ohio, de plus modestes comme l'Illinois ou l'Arkansas, et des cours d'eau dont vous n'avez jamais entendu parler comme le Rock, ou le Black, ou le Chippewa, tous se jettent dans le Mississippi et le grand fleuve emporte tendrement ses pupilles jusqu'à la mer. Il draine 31 États et 2 provinces canadiennes, rejetant dans les océans plus d'eau que tout autre fleuve à l'exception de l'Amazone et du Congo. Du Wyoming à la Virginie occidentale, du Montana au Dakota du Nord et à la Caroline du Nord. Les rivières de la moitié du pays se jettent dans le Mississippi et lui appartiennent. Plus qu'un système fluvial, plus qu'un bassin hydrographique, plus qu'une route, beaucoup plus que tout cela, le Mississippi est une légende. Trop dense pour être bu, trop mince pour être labouré, comme on dit. Plus qu'un fleuve, moins qu'un dieu. La légende excite l'imagination partout dans le monde et son seul nom, Mississippi, suscite des images en chacun. Quand on le prononce, personne n'a besoin de demander ce que c'est, ni où il se trouve. Le fleuve a changé de nombreuses fois depuis Itasca et changera encore beaucoup avant la fin. Entre le Minnesota et le Wisconsin, c'est un monstre. À cause des barrages, il est refoulé par endroits et s'étale sur plus de 3 kilomètres. Ce qui autrefois n'était sans doute qu'un étroit chenel est désormais un lac immense qui a avalé des hectares et des hectares de terre. Le fleuve Mississippi lui-même a été confiné à un canal navigable, tandis que les eaux qui l'entourent portent d'autres noms. Lac Sturgeon, lac Pepin, 32 km de long et si large qu'on ne voit pas la rive opposée. Lac Robinson, Grand Lac, Lac Spring. Et au milieu flottent ces îles éparses qui autrefois étaient des élévations de terrain. Depuis que les basses terres ont été submergées, les crêtes ont été transformées en îles. Tout cela n'aurait pas existé sans les barrages qui bloquent le fleuve. Ils l'ont fragmenté, ont altéré sa personnalité par endroits, ils l'ont ralenti, élargi, ils ont transformé son cours supérieur en un long ruban des lacs. Pourtant, quoi qu'on lui fasse, quels que soient les visages qu'il revête, le Mississippi reste unique. Comme le vieil homme affecte les vies qu'il touche, aussi légèrement soit-il, le fleuve ne peut pas s'empêcher de relier les êtres, ou comme un récit national. D'intensité et de signification différentes, peut-être pour tous ceux qui le partagent, mais un langage commun qui assemble une infrastructure fragile, sans clous, sans colle, rien qu'une sorte de lien mystérieusement puissant, comme le baptême. Merci Eddie Harris et bonjour d'abord. Bonjour. Vous venez de nous lire un extrait de Mississippi Solo, votre dernier roman paru en France après Harlem, Jupiter et moi et Paris en noir et black, tous publiés aux éditions Liana Levy.
Et en réalité, il s'agit du premier de vos livres, paru en 1988 aux États-Unis, où vous êtes né, à Indianapolis, c'est bien ça ? C'est bien ça. Missouri en 1956, fils de Jupiter, tel que vous surnommiez votre père disparu en 2004, dieu du tonnerre quand il se mettait très en colère. Et c'est ce qu'on apprend donc en lisant votre roman Jupiter et moi. Mississippi Solo, donc ce premier texte vous installe comme un écrivain et vous poursuivez avec des livres qu'on n'a pas encore, ou pas, bref, on ne les a pas encore traduits chez nous, qui sont Native Strangers, sur votre voyage en Afrique en 1991, et South of Haunted Dreams, votre voyage de nouveau dans le sud, mais à moto, où vous découvrez les traces de votre grand-père esclave, qui est né esclave en 1795. Avec Harlem, vous avez ensuite raconté votre quotidien dans ce quartier de New York, où vous avez vécu de 1992 à 1995. Et en fait, on s'aperçoit que dans votre œuvre, il y a comme une reconstitution de la diaspora noire aux États-Unis, le Sud, le Nord avec Harlem, et puis Paris, avec Paris en noir et black. Et donc, nous en étions restés là pour ce qui nous concerne en France, le pays où vous vivez. D'ailleurs, je vais vous ressortir un document très intéressant qui prouve à quel point vous êtes ancré dans le paysage français et plus encore celui de Poitou-Charentes, puisqu'Harlem a été primé 21e prix de livre en Poitou-Charentes. Et voici le petit livret qui avait été remis à cette occasion. Je vous laisse le feuilleter avec sûrement beaucoup d'émotion, Eddy Harris. Et c'était donc en 2007, puisque vous vivez dans la région de Poitou-Charentes, et plus particulièrement près d'Angoulême, dans le village de Pranzac. Alors, je me souviens, puisque j'ai eu la chance de la visiter, de cette maison qui se situe dans un virage, du plaisir que vous aviez à parcourir en vélo les collines d'une région qui vous faisait songer à votre Missouri natale. Et il me semble justement qu'il y avait aussi un trait d'union qui a fait que vous avez décidé de vous installer finalement en France, c'était le jazz. Vous pouvez nous rappeler ce qui nous vaut le fait que vous soyez aujourd'hui sur ces belles terres de France? Bon, il y a beaucoup de choses, pas seulement le jazz, mais clairement, il y a quelque chose en France qui résonne en moi. Et cet amour pour le jazz, par exemple, je pense que le jazz est plus apprécié en France qu'aux États-Unis. Donc, apprécions le jazz comme je fais. Être en France, c'est une façon d'être dans mon pays. Mm-hmm. Et pourquoi la Charente-Maritime? Pourquoi près d'Angoulême? Ça, c'était complètement par hasard. J'ai trouvé Paris trop cher pour un écrivain qui n'écrit pas. Ce qui était votre cas, oui. Oui, et peut-être pour un écrivain qui écrit aussi. Et je voulais être pas loin de Paris, donc 2 heures de train en Angoulême-Paris, pas trop loin de la mer, 2 heures d'Angoulême à la mer, à La Rochelle ou à Rochefort, à Royan. Pas trop loin des montagnes, je suis très près au Massif central où je fais beaucoup de randonnées. Pas loin des Pyrénées et l'Espagne, donc j'ai trouvé un lieu qui satisfait tous mes critères. Finalement, j'ai fait un appel à une dame dont j'ai trouvé une annonce pour une maison. C'était au moment de la sortie de Jupiter et moi, je pense. Je n'avais pas le temps de descendre voir la maison. On a discuté par téléphone. Je lui ai dit, je prends. Ah bon? Elle était un peu étonnée. Son mari m'appelle un peu plus tard. Je ne peux pas louer une maison à une personne qui n'a jamais vu la maison. J'ai expliqué la situation. J'étais pris. Je ne pouvais pas descendre voir la maison. Il répond, si vous êtes aussi con de louer une maison que vous n'avez jamais vue, je serai aussi con de la louer aussi. Donc, c'était le deal qu'on a fait, et maintenant, je fais partie de cette famille. C'est incroyablement bien la situation où je me suis trouvé. Ah, formidable. Bon. Et est-ce que vous pouvez nous redécrire ou vous souvenir de cet homme de 30 ans qui a un jour décidé de faire un voyage en canoë pour devenir écrivain, visiblement, puisque c'est ça qui l'intéressait, ce jeune homme. C'est vous, Eddy Harris.
Et il y avait quelque chose comme un tout ou rien, c'est-à-dire à cette époque, c'était changer de vie, arriver à écrire ou presque se suicider. Il y avait Exact, comme... c'est exactement ça. Et je suis étonné que vous avez trouvé ce feeling de suicide dedans. Parce qu'en fait, j'étais un écrivain. Je me suis dit que je suis un écrivain. J'ai essayé depuis 77 de me prouver en tant qu'écrivain. Pas de succès du tout. J'ai essayé des nouvelles, des poèmes, des romans. J'avais écrit 5 ou 6 romans qui sont toujours sans être publiés, sans publication. Et un jour, je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose. L'idée était de faire le Mississippi en canoë. Une chose que je n'ai jamais fait avant. Ouais, j'ai fait quelques petites balades en canoë quand j'étais plus jeune. Mais sérieusement, pas beaucoup de canoëtage. Et j'étais sûr que soit je serais mort à la fin de ce voyage, ou je serais une autre personne. Et en sortant du fleuve, à la fin du voyage, je savais que j'avais la force de continuer à être un écrivain, même un écrivain qui fait des échecs tout le temps, ou finalement je vais faire quelque chose. J'ai pas fait ce voyage pour faire ce livre, mais le livre est sorti bien après et paf, ça a marché. Ça a marché, ça a tellement marché et ça a tellement frappé les lecteurs et les Américains, visiblement, que vous êtes même retourné faire ce voyage il y a 4 ans et que cette fois, ce sera l'objet d'un documentaire, peut-être d'un livre, je ne sais pas, mais vous pouvez nous raconter comment finalement vous en êtes venu à ce retour au Mississippi? C'est parce que c'est un porte-bonheur? Mais il y a une partie de ça, une partie aussi quelque chose à faire, et cette fois, avec la connaissance que j'avais déjà du fleuve, mais de faire quelque chose de différent, qui était le film. Donc j'ai fait le film documentaire qui n'a pas encore trouvé un diffuseur, mais c'était un truc magnifique avec une petite équipe et en même temps, peut-être puisque l'équipe était tellement petite et il n'était pas toujours avec moi. Et j'ai décidé de faire un livre aussi qui parlait des moments où l'équipe n'était pas visible. Donc deux choses complètement à part, le livre et le film qui parlent du fleuve Mississippi, mais de façon différente tous les deux. Vous parlez de ce Mississippi dans votre enfance. Est-ce que vous pouvez le dire ici, le raconter un peu ici? Euh, pourquoi c'est ce fleuve qui a été le décor de ce challenge que vous vous êtes lancé? Parce que j'ai grandi avec le Mississippi. Mon père travaillait au centre-ville de Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il faisait, votre père? Il était fonctionnaire. Mhm. Il faisait des ordinateurs pour l'État. Nous n'avions qu'une seule voiture. Ma mère le déposait au boulot tous les matins. Et quand j'étais jeune, j'étais avec elle. Et elle, très amoureuse de Saint-Louis et aussi du Mississippi, faisait un virage vers le Mississippi tous les jours. Donc j'avais un côté Mississippi dans moi comme elle. J'ai grandi avec le fleuve plus grand. J'ai passé beaucoup de temps sur les marches de l'Arche, le Grand Arche, le monument de Saint-Louis. Et je suis tombé amoureux, peut-être moins que ma mère, mais je suis tombé amoureux du fleuve aussi. D'accord. Et puis, il y a ce choix, évidemment, presque sportif. Enfin, on voit, puisque vous faites des randonnées, que vous vous déplacez en vélo, que vous êtes assez sportif. Mais là, quand même, vous nous racontez des épreuves face auxquelles il fallait quand même être un peu plus armé que vous ne l'étiez. C'était relativement inconscient, non? Totalement inconscient. Et je ne dirais pas sportif, je dirais plutôt physique. Je voulais faire quelque chose de physique pour montrer le spirituel en même temps. Et je pense que dans le Mississippi, dans ce voyage, il y a l'aspect physique et l'aspect spirituel. Absolument. Et il y a un aspect aussi sur lequel forcément on a envie de revenir et de faire des allers-retours entre cette période, la période où vous êtes revenu
et l'actualité, parce qu'au fond, entre il y a 4 ans et maintenant, ça a encore beaucoup changé, c'est évidemment le thème du racisme, de la condition des Noirs américains. Et au départ de Mississippi Solo, on dirait que vous partez presque vierge. Vous avez envie de pas vraiment vous occuper de la question noire. Tout le monde vous dit, ah, mais tu vas là-bas, tu vas vers la Nouvelle-Orléans, mais tu sais pas, est-ce que tu vas dans le Minnesota, est-ce qu'il y a vraiment des Noirs? Est-ce que... Il y a tout comme ça, hein, une espèce de questionnement léger. On dirait que vous ne voulez pas vous embarrasser de votre couleur. Et dans quelle mesure c'était possible avec l'enfance que vous aviez eue? Bon, avec l'enfance que j'ai eue, oui, parce que le fait que je suis noir ne me préoccupe pas. J'ai grandi dans une famille très soudée, avec des amis, des entourages très soudés, blancs ou noirs, ou tous ensemble. On était très, très, très bien dans mon entourage. Donc le fait que j'étais noir n'était jamais, pour moi, n'était jamais une grande question. Donc quand je fais ce voyage, même si mon oncle Robert me prévenait des possibilités, bah, ce n'était pas quelque chose qui était dans ma tête. Et pourtant, vous avez eu dans les rencontres humaines, parce que dans le livre, il y a beaucoup de rencontres animales, et il y a aussi des rencontres humaines de très belles, et puis de moins belles, comme cette agression que vous subissez, et aussi bien devant des chiens sauvages que devant ces délinquants, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, délinquants racistes ou... Délinquants, ça va. Des bouseux, ça va aussi. Mais racistes, je ne sais pas. Peut-être ils n'étaient que méchants. Et il aurait fait peut-être la même chose avec un solitaire blanc aussi. Ça, je ne peux pas me mettre dans leur tête et avoir leur pensée. La seule chose que je connais, c'est qu'ils étaient menaçants. Mais s'ils étaient racistes ou pas, aucune idée. Et que vous avez Mais ça, sorti... c'est encore une façon de ne pas voir toutes les choses en noir et blanc. Je ne sais pas s'ils étaient racistes. Juste le fait ils me menaçaient, ça suffit. Et vous avez sorti votre arme. Oui. Puisque vous étiez armé. Oui. J'aimerais que vous me parliez de cette arme que vous portiez sur vous, du conseil que vous a donné votre père au sujet de son utilisation, et des 2 fois, des 2 moments où vous l'avez utilisé. Bah, la première, c'était avec un troupeau, je ne sais pas quoi, de chiens sauvages. Une meute de chiens sauvages. Meute, ouais. Une meute. Une meute de chiens sauvages. Normal. Je sors le pistolet que j'avais et il fallait les chasser ailleurs. Et ça a marché. La même chose avec les deux truands. La raison d'avoir l'arme n'était pas pour me protéger. Je portais cette arme, mais déjà en Amérique, tout le monde est armé. Oui, justement, c'est un peu le soubassement de ma question. Cliché. Voilà, mais dans une famille de chasseurs, il y avait des fusils dans la maison. Rarement un pistolet, mais j'ai acheté ce pistolet pour ce voyage. Et pas pour me protéger, mais parce que le calibre était très petit. C'était pas quelque chose que tu vas vraiment menacer quelqu'un. Mais pour tirer sur les lapins ou les écureuils ou des choses à manger. L'idée, en pensant à le Grand Ouest, le canoë, les Indiens, j'étais dans le passé, dans le 19e siècle. Donc j'avais un revolver, c'était pas quelque chose de très puissant, ni très, très cool. C'était un truc que que je voyais dans les westerns. Et c'était pour me nourrir. J'ai jamais utilisé pour ça, mais finalement, il était utile. Et cette petite parenthèse nous permettrait-elle d'avoir votre avis sur le port des armes et le fait que chaque Américain, chaque famille, comme vous le dites, a des armes et peut sortir. Je pense que je ne connais pas vraiment le sac à dos des randonneurs français, mais je ne suppose pas qu'en partant
faire une randonnée en canoë-kayak ou en ascension, ils prennent un pistolet, Oui, aussi je ne petit pense pas non soit-il. plus. Mais l'Amérique est une société beaucoup plus violente que la France. Cette violence est dans dans nos sangs. C'est dans la culture. C'est dans nous depuis le début. Peut-être à cause des Indiens et le Far West et tout ce qui peut se passer entre les gens. Mais plutôt depuis le 19e siècle, on est plus armés qu'avant. Et maintenant, c'est absolument idiot que tous les gens ont des armes et portent des armes. Et à cause du deuxième amendement à la Constitution, on a le droit de porter les armes en public même. Une chose de porter un pistolet quand on fait un peu de canotage et on veut manger un lapin de temps en temps. Mais d'avoir des armes au cinéma, je trouve ça absurde. Et donc, alors, on a ce positionnement du narrateur, de vous-même, puisque c'est autobiographique, hein, on peut le dire, sur le rapport à la couleur. Ça me faisait penser à d'autres passages où, notamment dans Harlem, vous vous définissiez comme noir, mais en vous situant dans l'histoire des Afro-Américains. D'ailleurs, on reviendra sur la dénomination. Vous écriviez « Je suis un enfant de la transition, né au point culminant d'une époque où on appelait encore les Noirs nègres, et c'était l'appellation polie. Les années 60 furent celles d'une constante recherche d'identité. De Noirs, nous sommes passés à Afro-Américains, puis à Africains-Américains, comme si nous ne pouvions nous décider. Black Power, Black Panthers, Black Muslims, ce furent des temps agités. La lutte des Noirs américains pour leurs droits, pour leur dignité et pour leur reconnaissance était à son apogée, et qu'importe comment nous tentions de nous définir, dans le Sud, on nous traitait toujours de sales négros. » Est-ce que ces pages, finalement, elles sont anciennes, hein, est-ce que vous pourriez ajouter des chapitres à ce que vous avez écrit là, vu ce qui se passe depuis ces dernières années, aussi bien par votre retour sur le Mississippi que vous allez et venu aux États-Unis? Ce qui est pour moi un peu clair, c'est que les Noirs n'ont pas encore trouvé leur place aux États-Unis. Ce qui explique pourquoi on dit toujours Afro ou African American au lieu de tout simplement Américain. Moi, je m'appelle jamais Afro ou African American. Je suis un Américain qui est noir, donc on peut m'appeler un noir américain si on veut, mais tout simplement américain comme tous les autres Américains. Et je pense que ça devrait suffire. Et on a la preuve que ça ne suffit pas du tout. Oui, pour l'instant, non. Mais les Noirs sont toujours traités par la police différemment. Ils sont tués beaucoup plus au niveau de pourcentage que les Blancs. Ils vivent dans des conditions souvent misérables, beaucoup plus que les Blancs. Ils ont un taux de chômage beaucoup plus élevé que les Blancs. Donc vis-à-vis les Blancs, ils n'ont pas encore trouvé leur place dans le pays. Peut-être dans leurs yeux, mais pas dans les yeux des autres personnes. Quand on voit un noir, on a toujours cette peur d'un méchant. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que regarde-moi, je suis pas méchant, je suis assez charmant, je suis bien. Tout à fait, je confirme. Eddie Harris, on parle forcément beaucoup de ces communautarismes, de cette violence, de ces mouvements de Black Lives Matter. Comment cette racialisation souhaitée est-elle arrivée de votre point de vue? Je pense que ce qu'on vit maintenant, c'est une réaction à la présidence d'Obama. On est dans une phase de anti-Obama, et pas parce qu'il a fait quelque chose de méchant, pas parce qu'en fait il était un président noir, qui n'était pas le cas. Il aurait pu être, à mon opinion, il aurait pu être beaucoup plus noir et beaucoup plus fort pour les Noirs, mais il n'était pas. Et le monde n'est pas disparu à cause de sa présidence. Et je pense qu'on est dans une phase actuelle où tout ce qui est sous la surface bouille vers le haut. Et j'imagine, si on dépasse cette période de Trump,
si, c'est un grand si, je pense qu'on va finalement trouver quelque chose de meilleur. Donc vous êtes plutôt optimiste. Je suis toujours optimiste, sinon j'aurais mis une balle dans la tête il y a des années. Donc, en tout cas, ce qui se passe aux États-Unis, vous avez pu le vivre là tout dernièrement, puisque vous étiez confiné là-bas. Est-ce que dans ces situations-là, vous avez un carnet de notes, comment réagit l'écrivain en vous, puisque j'ai l'impression que c'est toujours par rapport à une situation, par rapport à un lieu dans lequel vous êtes immergé, soit en mouvement, soit sans mouvement, mais c'est le contact avec les autres dans telle situation donnée qui donne lieu à un livre. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un processus créateur chez vous? C'est plutôt un processus, c'est pas seulement des choses qui se passent maintenant et je vais écrire demain. C'est quelque chose qui formule dans la tête et qui mijote pour un certain temps. Et si quelque chose sort, quelque chose sort. Mais j'ai pas pris des notes, je ne suis pas vraiment un note-taker. Je suis quelqu'un qui vit des choses, qui absorbe des choses, qui assimile des choses. Et s'il y a un livre ou un article, je peux sortir cette chose. J'ai écrit 2 petites choses sur les événements mélangés avec mes exploits à l'extérieur de maison pour 2 magazines online. Et non, un magazine online et un autre magazine, le Wall Street Journal. Donc je fais des choses quand l'occasion se présente. Sinon, c'est pour moi, pour vivre des choses et savoir ce que je ressens. Et un jour, ça va sortir dans une façon ou autre. Et là, vous êtes... qu'est-ce qui est en train de mijoter? Tout ce que j'ai vécu là-bas, j'ai essayé de... Déjà, cette question de porte d'armes. Pas la porte d'armes, parce que ça ne changera pas tout de suite. Mais le fait que les polices sont hyper armés et trop vite à utiliser leurs armes et leur façon de les utiliser, il faut changer le mécanisme de violence dans la police. Et une façon de le faire serait, au lieu d'avoir un pistolet semi-automatique, redonne les flics les revolvers avec 6 balles uniquement. Ils seraient beaucoup plus économiques avec leurs balles qu'ils font maintenant. Ils ont tiré sur un mec l'autre jour dans le Wisconsin 7 fois dans le dos. Aucune raison de tirer 7 fois, sauf c'est facile. Avec une arme automatique, tu tires le déclencheur et tu tires 6, 7, 8, 9 fois. Mais avec un revolver, il faut faire 2 mécanismes pour 2 actions pour tirer une balle. Et je suis sûr que ça irait beaucoup plus loin pour éviter cette violence chez les polices. Donc je réfléchis comment faire quelque chose avec les idées, écrire quelque chose pour un journal, une petite éditoriale, que les gens vont lire et dire « Ah, ça c'est pas une mauvaise idée ». Donc ce sont comme ça des réflexions sur la situation. Sur la situation, mais comment je peux aider à changer la situation. Voilà, vous y croyez. Oui. Ouais. Au pouvoir des mots. Et puis il y a aussi le fait que vous vivez loin du pays et vous pouvez peut-être faire des comparaisons, si comparaison il y a à faire, entre la situation des Noirs ici et celle aux États-Unis, parce que il y a quelque chose maintenant dans tous les communautarismes, le recours à l'identité et à la couleur et à l'appel des racisés à être vus comme tels, puisque finalement ils sont regardés comme tels, donc autant s'appeler comme ils sont regardés. Oui. Voilà, et tout ça est assez compliqué à comprendre pour beaucoup de gens. Et compliqué aussi de voir si ce n'est pas un rétropédalage ou alors s'il faut en passer par ce radicalisme pour aller à l'étape suivante. Où est-ce que vous vous situez dans votre réflexion, aussi bien sur ce qui se passe aux États-Unis qu'en France, Eddie Harris? C'est compliqué.
Déjà, je ne vois pas la situation des Noirs en France. Je vois la situation des diaristes en France, qui n'est pas forcément la vie des autres. Combien de Noirs y a-t-il dans mon petit bled ou entouré de mon petit bled en Charente? Pas beaucoup. Donc, une comparaison que je peux faire entre moi et la vie des Noirs aux États-Unis, c'est que quand je fais mes marches, mes randonnées dans le coin de chez moi pendant 2 ou 3 heures, il n'y a pas seulement aucune menace, mais aucune sensation de menace. Et les gens, ils sortent de leur maison parce que les chiens commencent à faire des Aboyer. bruits. Ils sortent, ils me voient, et c'est plutôt un signe de un la main. signe de bonjour, et c'est tout. Et je me demande souvent, quand je fais les marches comme ça, si j'étais dans la même situation aux États-Unis, est-ce que je sentirais quelque chose autre que un chien qui fait un bruit et les gens qui font un signe? Est-ce que les gens sont plus, puisqu'ils sont plus armés, puisqu'ils ont plus peur d'un noir, est-ce que le menace serait plus évident? Je ne sais pas, mais je réfléchis. Pour cet communautarisme, on a une tendance maintenant en 2021 ou 2020, Vous êtes déjà l'année prochaine pour qu'elle soit meilleure que celle-ci. j'espère, de racialiser pratiquement tout. Toute chose qui m'arrive, est-ce que c'est une question comme les méchants? C'est peut-être pas forcément une action raciste, mais juste une action. Mais on racialise tout. Aux États-Unis, ils sont en train d'enlever Huckleberry Finn des bibliothèques Ah, aussi. parce que dans ce livre, le mot nigger arrive souvent. Et les gens sont tellement sensibilisés contre tout ce qui est un peu racial que le passé va être effacé à cause d'eux. Et je trouve ça pas seulement triste, mais inefficace. Il faut faire face au passé et il faut confronter le passé avec des choses positives. Et comme avec Afro-Américain ou African-Américain, au lieu de dire il appartient à cette communauté, de dire qu'il est un Américain comme nous. Et en France, je trouve que les Noirs sont dans la même situation parce que chaque fois qu'on voit un Noir, la question est, vous venez d'où? Au lieu de penser qu'il est français, il est en France, il est français, il vient de la France. Mais non, on fait des distinctions entre les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guinéens, les Guyanais et les Réunionnais et les métropoles aussi. C'est un peu absurde. Je vois. Donc, vous avez un programme qui n'est pas vraiment celui qui est tendance actuellement. Pas du tout. Pas du tout. Bon. Alors, je reviens quand même au texte de Mississippi Solo parce que d'abord, il est très beau, qu'on y rencontre des ours, des renards roux, un cerf qui sait nager. Bon, malheureusement, ces chiens sauvages dont on regrette quand même la mort, mais on préfère les voir mourir peut-être que vous, Oui, puisque oui. voilà. Des poissons-chats que vous cherchez avec avidité, des histoires de pêche merveilleuses, une grande sensualité, et puis des phrases comme certaines choses valent la peine de tout le reste. Ou alors, ma vieille angoisse était de retour. Ou encore, je veux être Eddie Harris, je veux vivre mes propres aventures, mes épreuves, mes triomphes, mes échecs même. Et voilà, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un journal, c'est un récit, d'ailleurs, on n'est pas obligé de l'appeler, mais qu'est-ce que c'est la littérature qui vous va, que vous avez trouvée pour vous? Je ne sais pas. Ah, Il y a 100 définitions pour moi. J'écris comme j'écris. Les gens disent que c'est un journal intime, souvent, où il se lit comme tous mes livres, pas seulement Mississippi Solo, mais ils se lisent comme des journaux intimes, ou comme des récits, ou comme des romans. Et pour moi, je ne sais pas. J'écris comme j'écris et basta. et qu'est-ce qui fait lien d'un livre à l'autre? Je ne sais pas non plus. Jusqu'à maintenant, il y a le diaspora black american entre
pas Mississippi Solo, ça c'est autre chose. Mais le prochain livre, Native Stranger, pas publié en France, mais qui parle d'un voyage en Afrique, de l'Afrique vers le sud, où j'ai tracé mes ancêtres, le arrière-arrière-grand-père qui était né esclave en 1795, je crois. Et du sud vers le nord, les villes industrielles, Harlem étant le plus emblématique, j'ai fait 3 livres qui parlent de ce mouvement des Noirs des États-Unis, de l'Afrique, ou en Afrique de l'Afrique, le sud, le nord, et après, je fais la transatlantique pour faire un livre sur Paris. Mhm. Donc, the next one? Après le nouveau Mississippi Solo 2, Alors, je comment il pars se situe? en fiction, je pense. Ah, donc il y a un personnage. Pas encore, mais il va y Il va y en avoir. Et ça, ce sera une première? Non, les livres non publiés étaient tous les romans, les fictions. Donc je retourne à mes racines d'écrivain parce que je voulais faire un autre livre sur l'immigration. L'idée était d'aller en Afrique, jeter mon passeport et de faire le trafic d'hommes à travers la Méditerranée, en faisant Lampedusa ou je ne sais pas où. Mais avec Covid, je pense que ce n'est pas possible pour l'instant. Donc je vais virer vers la fiction. D'accord. Donc retour non pas à l'écrivain, puisque vous êtes écrivain, mais oui. au romancier, vous voulez dire? Oui. Oui, voilà. D'accord. Et vous dites aussi, l'aventure que j'ai vécue, je veux m'en souvenir parce que je ne veux pas qu'elle se termine, donc à la fin de ce voyage. Et justement, un voyage dont vous dites, à part la question raciale, il n'a rien de plus américain que le Mississippi. Et aussi, on dirait que vous voulez toujours marquer les gens. Entrer et sortir de leur vie, ça ne vous convient pas. Vous voulez qu'à la suite d'une rencontre, ils se souviennent de vous. Ça vient d'où, ce besoin? C'est intéressant j'allais dire presque de l'avouer. Oui, mais je pense aussi que c'est impossible de ne pas marquer les gens qu'on croise. Même inconsciemment. Et je pense la plupart du temps inconsciemment. Mais ça serait bien en tant qu'écrivain qu'on se souvienne de moi et on garde le souvenir en pensant que il a sorti un nouveau livre, on va l'acheter. Ça serait bien aussi. D'accord. Mais sinon, seulement d'être conscient de toutes les rencontres qu'on fait dans une vie, de reconnaître à quel point on est marqué par toutes les petites rencontres qu'on a. Même si c'est signifiant, même si c'est insignifiant, on est marqué par tout ça. Mais bien sûr, c'est impossible de faire tout une reconnaissance mémoriser. de tout ça, mais d'être conscient de chaque fois qu'on fait un pas vers une autre personne ou reculer d'une autre personne, ça change le monde. Et donc, dans l'autre sens, vous voulez être celui qui marque les autres aussi. Non, oui, bien sûr, mais tout le monde marque les autres sans savoir. Mais chez vous, on dirait qu'il y a le besoin de ça. C'est ça qui est étonnant. Pourquoi? Ah oui, c'est ça. Pourquoi? D'accord. Non, mais la réponse, le pourquoi est... Mais je me demande si tout le monde ne veut pas la même chose. Mais tout le monde ne le dit pas, C'est un peu ça. D'ailleurs, vous dites beaucoup de choses que tout le monde ne dit pas, et c'est ce qui est un des charmes de votre Mississippi Solo, donc auquel je convie évidemment tous les auditeurs de ce moment avec vous, enregistré à la rédaction du Point. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. C'est aux éditions Liana Lévy et c'est traduit de l'anglais par Pascal-Marie Deschamps. Merci Eddy Harris. Mon plaisir. Le Point.